This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour à tous, bonjour Maxence. Là aujourd'hui, épisode numéro 6, nous allons continuer à entrer dans le deuxième chapitre qui était « Observer l'univers les yeux fermés ». La dernière fois, on avait vu que pour observer l'univers les yeux fermés, il faut utiliser son cerveau, c'est-à-dire nos 5 sens pour l'observation et puis le cerveau pour déduire. Or, avant ça, je vous rappelle, on était plutôt nubilé par le mythe, par les légendes, par les choses comme ça. Et finalement, depuis quelques millénaires, quand même, l'homme a essayé d'utiliser sa raison pour essayer de comprendre l'univers qui l'entoure. On avait parlé des 4 éléments, voire 5, qui permettaient de comprendre un petit peu comment était fait tout et dans quoi était fait tout, c'est-à-dire le 5e élément, la quintessence. Et je vous avais dit qu'un peu plus tard, après avoir découvert que finalement l'homme n'était pas au centre, qui était le système géocentrique, qui était adulé par les religions surtout, après la révolution copernicienne, on peut dire que l'homme a repris une place, disons, banale. Il habitait une petite planète insignifiante autour d'une étoile extrêmement petite par rapport à d'autres, puis habitant dans un amas d'étoiles qui s'appelait la galaxie de la Voie lactée, qui comprenait des milliards et des milliards d'étoiles, puis cette galaxie appartenait à des groupes, puis de groupes. Bref, au bout d'un moment, notre anthropocentrisme a pris une sacrée claque et on n'était plus les plus beaux, les plus grands, les plus forts du monde. À ce moment-là, donc, rappelez-vous, le système géocentrique est mort et le système héliocentrique est né, la Terre tournait autour du Soleil avec d'autres planètes. Un peu plus tard, Newton découvrit, par des conceptions mathématiques un peu complexes quand même si elles sont relativement aisées à comprendre, comment fonctionnait tout ça. Et cette théorie était parfaitement vérifiée et vérifiable dans une très 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 grande mesure. C'était un succès du cerveau, de la raison par rapport aux mystères, aux mythes, aux légendes, etc. Donc, je vous avais dit qu'après, grâce aux mathématiques qui finalement, qu'est-ce que les mathématiques? Est-ce que c'est une science inventée par l'homme ou c'est une science découverte par l'homme? En y réfléchissant, on peut répondre de plein de façons différentes. Les mathématiques, en fait, sont plutôt un langage pour la compréhension de l'univers, pour la compréhension des lois qui gouvernent l'univers. Car on s'est aperçu que, justement, c'est ça qui était extrêmement intéressant, c'est que finalement, des lois universelles permettaient à l'univers d'exister. D'où venaient ces lois? Ça, c'est une autre histoire. Mais on les découvre peu à peu, ces lois, on en a découvert pas mal, il y en a peut-être d'autres à découvrir. Et finalement, la théorie de la gravitation de Newton était une théorie parfaite, pratiquement parfaite. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait des mesures insignifiantes qui mettaient un petit peu en doute certains calculs. C'était vraiment infime. On a laissé ça tomber pendant assez longtemps. Et je vous avais dit que Einstein, grâce à une nouvelle théorie qui englobait la gravitation de Newton, permettait de comprendre ces petites imperfections dans la mesure.
Bon, on peut dire après tout, oui, bon, ouais, d'accord, bon, on améliore pour essayer d'avoir de plus en plus de rigueur dans le résultat, pour que le résultat soit de plus en plus proche de ce qui est prévu. Mais bon, c'était pas aussi simple que ça. Finalement, cette nouvelle théorie, la relativité générale, a été, dans son concept, absolument révolutionnaire et elle heurtait le bon sens, le sens commun, si vous voulez. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la relativité générale, bien sûr, mais avant la relativité générale, il avait découvert quelque chose d'aussi stupéfiant et étonnant, c'est ce qu'on appelle la relativité restreinte. Alors, on va commencer par en parler un tout petit peu. Voilà, à la fin du 19e siècle, les théoriciens, les mathématiciens, les physiciens avaient absolument découvert des lois physiques extrêmement fines. On a même pensé que ça y est, c'était terminé, il n'y avait plus rien à découvrir. Alors, la première chose, rappelez-vous, ce petit insignifiance de calcul et de mesures qui ont été faites avec la planète Mercure, c'était le premier écueil. Mais il y avait un autre écueil, un écueil peut-être qui bouleversait la compréhension, la logique. Voilà, on va parler d'ondes et on va parler de particules. Qu'est-ce que c'est qu'une onde ? Voilà, si je crie dans une pièce, toutes les personnes qui sont dans la pièce vont entendre ce cri. Donc, l'information qui est partie du fond de ma gorge a traversé les couches d'air pour arriver jusqu'à votre tympan pour entendre mon cri ou mon bonjour, éventuellement plutôt le bonjour. Tout le monde a entendu bonjour. Tous les gens qui se situent à la même distance entendent bonjour en même temps. Voici le transfert d'une information par onde. Maintenant, le transfert d'une information par particule, imaginez dans la même pièce, j'écrive bonjour sur un petit bout de papier et ce bout de papier, je le mets en boule. Et je ferme les yeux, je tourne sur moi-même et je jette ce petit bout de papier qui va atterrir dans les mains de quelqu'un. Une seule personne verra mon information. Donc il y a une différence fondamentale entre onde et particule. Une particule, c'est le contraire d'une onde. Une onde, c'est le contraire d'une particule. On a découvert à la fin du XIXe siècle, avec Maxwell, que la lumière et toutes les ondes électromagnétiques voyageaient à une vitesse qui était 300 000 km chaque seconde. Bon. On a découvert expérimentalement que la lumière était une onde. Or, on observait à ce moment-là, depuis bien longtemps, que la lumière traversait le vide interstellaire pour arriver jusqu'à notre rétine. Donc, comment la lumière, qui pouvait être une onde, pouvait traverser un milieu immatériel, sachant que pour que une onde se propage, il faut qu'il y ait un milieu matériel, comme le son, par exemple. Si je crie, si je dis bonjour, l'air qui m'entoure est légèrement déformé jusqu'à arriver à vos oreilles. Maintenant, si je crie dans le vide, personne n'entendra. Donc finalement, on arrive à un truc assez bizarre. La lumière, c'est une onde, mais c'est en même temps une onde qui se propage dans un milieu immatériel. On était un peu coincé. Alors, en plus de ça, Einstein découvrit avec d'autres que finalement la lumière aussi était composée de petites particules. Ces petites particules que l'on a appelées photons. Alors bon, voyons, le problème est simple. Est-ce que la lumière est une onde ou une particule ? Est-ce que la lumière est une onde et une particule ? Alors, on est face à un paradoxe, et ce paradoxe a fait travailler beaucoup de gens dans leur tête. Finalement, on a découvert que la lumière était en fait les deux. Donc, vrai et faux. Donc, les deux concepts qui étaient en contradiction l'un et l'autre. On a regardé aussi, on a découvert aussi un truc assez étonnant. Bon, la lumière faite de particules ou d'ondes, bon, ok, elle a une certaine vitesse, bon, d'accord. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, je fais une petite parenthèse. Dans le dernier épisode, je me suis aperçu, en le réécoutant, que j'avais inconsciemment utilisé énormément le mot « relativement ». C'est relativement grand, c'est relativement petit, c'est relativement étonnant. Et donc déjà, j'introduisais inconsciemment la notion de relativité. Alors cette notion de relativité, c'est quoi ? On la connaît tous. Quand vous êtes en voiture à 50 km/h et que vous êtes doublé par une voiture qui fait 60 km/h, vous avez l'impression que la voiture qui vous double fait 10 km/h, à peine. Si maintenant vous êtes à 50 km/h et qu'une voiture dans la voie de gauche vient vers vous à 100 km/h, vous avez l'impression qu'elle va à 50 km/h. Donc la notion de vitesse,
C'est parfaitement relatif par rapport au repère où vous êtes. Imaginons que vous êtes sur un camion et que ce camion va à 50 km à l'heure. Et vous êtes sur le plateau du camion et vous avez une balle dans la main et vous la jetez vers l'avant du camion à 10 km à l'heure. La personne qui est sur le bord de la route va voir la balle aller à 60 km à l'heure. Donc ça s'additionne. La vitesse du camion plus la vitesse de la balle et la personne qui est au bord de la route verra la balle aller à 60 km à l'heure. Dans l'autre sens, c'est pareil. Bref, la notion de relativité, ce sont des notions d'ajout, de retrait de vitesse par rapport à quelqu'un qui regarde. Alors, on va faire une petite expérience assez étonnante. Imaginez maintenant que vous êtes dans un train. Alors, imaginons un train qui va super vite et vous êtes dans le dernier wagon et il n'y a pas de paroi sur le fond. Et qu'il y a quelqu'un sur le bord du quai. Et le train va à une vitesse de 1000 km à l'heure. Impossible, mais on rêve. Et là, vous êtes dans le train et vous avez un revolver qui tire des balles à 1000 km à l'heure. Donc, au moment où le train avec vous et le revolver passe devant l'observateur sur le quai, vous tirez. Donc, la balle va vers l'arrière du train à 1000 km à l'heure. Le train va à 1000 km à l'heure. Donc, finalement, par rapport à la personne qui est sur le bord du quai, qu'est-ce qu'il va voir ? Eh bien, il va tout simplement voir la balle tomber lamentablement à une petite vitesse, verticalement, quasiment à votre niveau. Voilà la notion de relativité, c'est assez étonnant. Donc c'est intuitif quand on va plus vite et qu'on jette quelque chose, enfin bref. Donc on s'est dit, on va faire la même chose avec la lumière. On va jeter un rayon de lumière vers l'avant de la Terre, c'est-à-dire dans la direction de la Terre où elle tourne. Donc il y aura la vitesse de la Terre plus la vitesse de la lumière. Et on va envoyer un autre faisceau lumineux dans une autre direction vers le centre de la Terre qui n'a pas la vitesse de la Terre. On va les faire revenir les deux sur un miroir. Bref, on va mesurer le petit décalage qui pourrait exister entre les deux. Et là, ô stupeur, non. La vitesse de la lumière est constante dans les deux cas. Donc la vitesse de la lumière va dans n'importe quel cas, tout le temps, dans n'importe quel repère. Quand vous y allez vers l'avant, vers l'arrière, elle va toujours à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire une vitesse constante de 300 000 km à la seconde. C'était complètement aberrant. C'était dans le sens inverse du bon sens. Einstein s'en appropria pour imaginer et réfléchir à qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là. Donc son délire à lui, ça a été d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passe s'il était à cheval sur un rayon lumineux, qu'est-ce qu'il verrait. Donc à partir de ça, il a découvert quelque chose de complètement étonnant, ce qu'on appelle la relativité restreinte. Il postule que la lumière a une vitesse constante, quel que soit le repère. Et de là, il a découvert des choses totalement étonnantes. La première, c'est que l'espace et le temps. Vous vous rappelez quand Newton a parlé de cette loi gravitationnelle qui permettait aux planètes de tourner autour du Soleil, par exemple. Cette loi, les planètes étaient dans un espace et il semblait que cet espace était parfaitement immobile, fixe, rigide, carrément stérile, disons. Et il postulait aussi que le temps, quoi qu'il arrive, le temps allait du passé vers l'avenir pour tout le monde de la même manière. C'était le bon sens, absolument le bon sens. Or, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein démontre, uniquement théoriquement dans un premier temps, que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Pour vous imaginer cette histoire-là, on va imaginer deux jumelles qui sont nées en même temps. Et à l'âge de 18 ans, il y en a une qui reste sur Terre et une qui part dans un vaisseau spatial. Et alors, par hasard, un truc assez étonnant aussi, ces deux jumelles sont enceintes en même temps. Donc, elles ont une horloge biologique dans leur corps qui fait que la naissance aura lieu 9 mois plus tard. Et en plus de ça, elles ont une montre chacune qui permet à chaque seconde de s'égrener, puis les heures, puis les semaines, etc. Celle qui reste, elle est sur Terre, tranquille, et elle attend. Celle qui part, donc, elle part dans un vaisseau spatial avec une vitesse très grande. Bon, c'est infaisable, une toute petite fraction avant la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 99,9% de la vitesse de la lumière, pourquoi pas. Et puis, chacune, avec leur calendrier et leur montre, à chaque fois qu'une journée passe, elle coche une journée, etc., etc. Donc, au bout de 9 mois, chacune, dans leur propre corps et leur repère, qu'est-ce qui se passe ? Le bébé arrive. Donc, celle qui est dans le vaisseau spatial, au bout de 9 mois,
le bébé arrive et elle fait demi-tour, elle fait un cercle, disons, pour retourner sur la Terre. Et en arrivant sur la Terre, donc son bébé a 9 mois, elle descend de sa fusée et elle va voir sa frangine et elle sonne. Et là, grande stupeur, sa frangine, elle a plus de 60 ans, alors qu'elle a à peine 19 ans et 6 mois. Son bébé a quelques mois, tandis que le fils de sa sœur a 30 ans ou 40 ans. Bref, c'est pour bien imager. Le temps ne s'est pas écoulé de la même manière pour les deux personnes. Bien sûr, nous n'avons jamais fait cette expérience avec des êtres humains, mais on le fait régulièrement avec des particules qui ont une durée de vie relativement faible, très faible dans leur propre repère, mais étant donné qu'elles vont à des vitesses très grandes, eh bien leur durée de vie augmente énormément. Alors, ne pensez pas que c'est un moyen de ne pas vieillir, pas du tout, parce que les deux, dans leur propre repère, ont vécu exactement ce qu'ils devaient vivre. Donc le temps ne s'écoule pas de la même manière. Immense stupeur dans la communauté scientifique, surtout quand elle a été déjà théorisée et puis observée. Donc le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. La deuxième chose importante qu'a découvert Einstein à partir de cette théorie qu'il a élaborée d'une façon étonnante, c'est que une masse, un objet qui fait 1 kilo, a une certaine énergie, cette énergie de masse. Alors, si vous connaissez tous, vous avez entendu parler tous de cette fameuse formule E égale mc2. Alors, E, c'est de l'énergie, m, c'est de la masse en kilos, et C2, c'est C au carré, c'est-à-dire la vitesse de la lumière au carré. Ça veut dire, tout simplement, cette phrase, que l'énergie et la masse, c'est exactement pareil. On peut transformer de la masse en énergie pure. Alors, vous avez tous entendu parler de l'horreur de la bombe atomique, les premières bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. On a transformé quelques milligrammes de matière en énergie pure. Vous avez vu le résultat, l'énergie pure. Alors, la deuxième chose qu'il fallait aussi vérifier, c'était que si la masse, on peut la transformer en énergie, bon, c'est bien, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va voir si l'énergie peut se transformer en masse. Et là, c'est ce qu'on fait régulièrement dans les accélérateurs de particules. Alors, par exemple, pour simplifier l'histoire, on envoie l'une contre l'autre deux particules ayant été accélérées à des très très grandes vitesses dans un anneau, par exemple, dans un tunnel. Et lorsque ces deux particules ont une certaine masse l'une contre l'autre, avec des vitesses extrêmement grandes, des particules qui sont accélérées par différents moyens techniques, ces deux particules, en s'entrechoquant, elles ont une énergie cinétique relativement importante. Eh bien, à la fin du choc, on s'aperçoit que les débris, la somme des débris est plus lourde que la somme des masses des deux particules au départ. Il y a eu création de masse, de matière. Donc, l'énergie peut se transformer en masse. Et bon, cette formule E égale mc carré a été et est encore utilisée dans différentes techniques, par exemple une centrale nucléaire. Voilà un peu, en relativement, disons, extrêmement simplifié et peut-être un peu trop vulgarisé, je ne sais pas, la première théorie d'Albert Einstein, la relativité restreinte. Voilà donc les premières conclusions de la relativité restreinte. Et ça, la relativité restreinte, rappelez-vous, je vous ai parlé de vitesse entre les objets, de relativité de vitesse. Maintenant, ces vitesses, il fallait absolument qu'elles soient constantes. Or, dans la vie, non. Les vitesses ne sont pas constantes, elles peuvent être accélérées. Ne serait-ce que si, simplement, si vous lâchez un objet au sol, eh bien, l'objet tombe en s'accélérant. Et donc là, la relativité restreinte n'était plus suffisante pour essayer de comprendre comment est l'univers, comment est l'espace et comment est le temps lorsque tout ça est, disons, accéléré. Alors, pour Newton, l'espace et le temps étaient séparés. Pour Einstein, l'espace et le temps sont parfaitement liés. Donc, tous les événements qui se passent en relativité restreinte, on appelle ça l'espace-temps. Alors, c'est assez intuitif aussi parce que lorsque, par exemple, un avion décide de dire à la tour de contrôle où il est, il faut qu'il donne ces 3 coordonnées d'espace. Disons, il a besoin de 3 nombres pour décrire l'endroit où il est, mais il est obligé de dire quand il le dit. Parce que le temps qu'il a parlé, il est déjà ailleurs. Donc un événement est déterminé par 4 coordonnées, 3 d'espace et une de temps. C'est pour ça qu'on dit que l'espace-temps d'Albert Einstein
est un espace à 4 dimensions, cette fameuse 4e dimension. Et donc, c'était parfaitement lié. On ne pouvait pas séparer l'espace et le temps. Et il y avait des choses assez étonnantes, des paradoxes qui étaient un peu étonnants aussi. C'est par exemple la simultanéité de 2 événements. On peut très bien dire, voilà, 2 observateurs voient un événement. On peut dire que s'ils sont à la même distance exactement, ils verront la chose d'une façon simultanée. Mais ça change tout quand il s'agit de vitesse. Lorsqu'Einstein se proposa d'essayer d'augmenter sa relativité restreinte à une notion générale, c'est-à-dire lorsqu'il y a des accélérations, eh bien là, ça a encore bouleversé d'une façon extrêmement forte la notion de gravitation de Newton. Alors, on ne va pas rentrer beaucoup dans les détails, on va faire une toute petite introduction pour la prochaine fois. Petite expérience de pensée. Il est parti de là, Einstein, un petit peu. Essayez d'imaginer que vous êtes en haut d'une tour et que vous êtes dans un ascenseur parfaitement insonorisé, maintenu par un câble, avec à vos pieds un œuf, une boule de bowling, une pétanque et un sac de ciment. Tout ça posé sur le sol. Et par inadvertance, quelqu'un qui passait dans le coin coupe le câble. Que se passe-t-il dans la cabine? Avant le moment fatal, bien entendu. Le moment fatal ne m'intéresse pas. Il va se passer quoi? Beaucoup de gens vont penser plein de choses différentes. Eh bien, en réalité, ce qui va se passer, c'est que on a découvert, que ce soit dans la gravitation d'Einstein ou de Newton, que tous les objets tombants vont à la même vitesse. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer dans la cabine? Tout le monde va flotter. Tout le monde va flotter. Dans votre tête, si vous êtes malheureusement dans cet ascenseur, vous allez vous dire, tiens, je ne suis plus soumis à rien du tout. Je suis dans l'espace et plus rien ne me retient vers le sol. À partir de là, la relativité générale a pu commencer à avancer. Il a fallu quelques années pour découvrir des choses complètement stupéfiantes dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Avant de terminer cette émission, j'aimerais remercier Fraboya pour son commentaire sur notre dernier podcast. Je cite, « Très bon, excellent podcast sur ce qui nous entoure avec un subtil mélange de philosophie, de simplicité et de rêve. 4 épisodes avalés avec plaisir, tout est pertinent. Bravo à toute votre équipe. » Eh bien, merci pour ton commentaire, ça nous a fait à moi et à Willy très très plaisir. Si vous aussi vous aimez ces podcasts, alors n'hésitez pas à partager cet épisode et à en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Replay Media et vous verrez, on y apprend aussi plein d'autres choses. Vous pouvez aussi suivre Replay Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.